que tous les participants. OK. Je pense qu'on va être correct. Il est maintenant 2 heures. On va commencer. Bienvenue. Merci de participer cet après-midi. J'ai le plaisir d'introduire Mme Jennifer Boyd cet après-midi. Mais avant qu'on va commencer, je vais juste vous faire penser, si que vous avez des questions, vous pouvez les écrire, vos questions, dans la boîte chat. Puis on va, à la fin de la présentation, on va répondre à vos questions. Aujourd'hui, j'aimerais introduire Mme Jennifer Boyd. Elle est conseillère en relations de travail auprès de l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Elle a 15 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines et des relations de travail, acquises dans divers milieux. Elle a développé son expertise en travaillant comme consultante pour le Montana Consulting Group, qui conseille les entreprises et encadre les gestionnaires comme consultante en harcèlement et en résolution de conflits à l'Université de Moncton et comme agent des relations de travail au réseau de santé vitalité. Originaire de Moncton, elle est titulaire d'une formation en droit et elle détient une maîtrise en administration des affaires et elle est parfaitement bilingue. Elle habite actuellement à Dieppe avec son fils et se passionne pour le bien-être, la nature et l'art. Bienvenue, Jennifer. Merci. Bon, j'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, le son est correct? OK. Bon, je suis nouvelle à des webinaires. J'ai présenté cette présentation ici à plusieurs reprises dans les foyers de soins. Et dans d'autres milieux, mais jamais de cette façon ici dans le format d'un webinaire. Donc, je suis désolée un petit peu s'il y a des petits glitches, mais on va faire de notre mieux. Je suis quelqu'un qui est assez hyper, qui est plein d'énergie, puis j'ai de la difficulté à rester assis, donc c'est un défi pour moi de rester devant mon écran sans trop bouger. Mais bon, on l'a fait ce matin dans la version anglaise, puis ça a quand même bien fonctionné. Ça fait que je suis optimiste que ça va bien aller aujourd'hui dans cette session ici. Donc, comme que vous avez présenté, comme que Joanne a expliqué, j'ai travaillé dans divers milieux. Il y a toujours eu une composante dans chacun de mes travaux dans le passé, une composante de mon travail qui était dédiée à toute la question des droits de la personne ou harcèlement ou gestion de conflit. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, pour l'association des foyers de soins, ça fait 3 ans que 3-4 ans que je travaille pour l'association. Puis c'est moi qui s'occupe de faire des présentations comme celle-ci pour nos foyers, pour sensibiliser les employés à tout ce qui est rapport avec ces thèmes-là. Donc, c'est pour ça aussi que je suis ici aujourd'hui aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Non seulement que ça m'intéresse professionnellement, mais j'ai aussi, moi, été victime de harcèlement au travail. J'ai été victime de harcèlement sexuel au travail quand j'étais plus jeune. Puis c'est pour dire que c'est pas parce que je suis plus cute qu'un autre, c'est pas parce que je suis plus vulnérable qu'un autre. Ça peut arriver à n'importe qui. Et puis, un des messages que j'essaie toujours de faire comprendre, c'est que justement, ça nous arrive, puis parfois, on ne s'en rend même pas compte. Je suis très éduquée dans le domaine de l'harcèlement au travail. Puis, même en ayant ce background-là, j'ai été quand même victime d'harcèlement au travail. Puis, ça m'a pris très longtemps avant que je m'en rende compte moi-même. Donc, c'est comme on dit en anglais, c'est sneaky. C'est quelque chose qui est pas toujours évident à la surface. Puis avec le temps, on se rend compte que on se sent plus bien au travail. Puis on commence à se demander pourquoi. Puis on commence à avoir un pattern avec des comportements des gens qui nous entourent qui nous causent un malaise au travail. Donc c'est pas toujours évident de le reconnaître. C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on fasse de plus en plus de sensibilisation sur ce thème-là.
pour pouvoir justement le reconnaître, pour que les employeurs réagissent et mettent fin à ce genre de climat de travail qui est malsain. Donc, je vais sauter dans la présentation. Je vais juste bouger à la prochaine. Ça ne tourne pas. Attends, juste un instant. Je ne sens pas pouvoir bouger ma... Ah, voilà. OK. Bon, je commence toujours ma présentation avec une image de cette fille. Pour la plupart d'entre vous, vous la reconnaissez sans doute. Elle s'appelle Greta. Elle vient de la Suède, puis c'est une militante contre le réchauffement de la planète. Donc, ça fait environ 4-5 ans qu'on commence à voir son visage un peu partout. Elle a commencé un mouvement dans sa ville natale où elle refusait d'aller à l'école sous le prétexte que avec le temps, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'école parce qu'on n'a pas de futur, parce qu'on ne prend pas soin de notre planète. Donc, la planète c'est la priorité devrait être prendre soin de la planète, sinon on n'a pas de futur. Donc, ça ne vaut pas la peine que j'aille à l'école. Ça fait ça son pitch. Elle a commencé ce mouvement-là seule, mais depuis tout le travail qu'elle a fait, on la reconnaît maintenant un peu partout. Elle a eu un impact global, mondial. Moi, j'ai participé moi-même à des marches, des climate strikes dans les dernières années, inspirées par son mouvement à elle. On sait toutes que maintenant, on ne peut plus aller au magasin puis acheter des choses puis le recevoir dans un sac de plastique. Il y a eu une vague de changements qu'on a vu au niveau de la sensibilisation face au changement climatique, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Là, vous vous demandez pourquoi je parle de l'environnement aujourd'hui. J'utilise son exemple parce que je veux faire un parallèle avec qu'est-ce qu'on voit dans le climat de travail. Parce que on peut facilement voir comment chacun a un rôle à jouer. Des changements dans le climat de travail ne se fait pas de jour au lendemain. C'est pas avec une présentation aujourd'hui que je vais changer votre environnement de travail. C'est pas en changeant les lois qu'on va changer du jour au lendemain le climat de travail. Ça se fait avec du temps, de l'effort puis la participation de tous. Mais il faut qu'on soit patient, puis il faut qu'on travaille envers cette vague de changement. Comme exemple, on a tous été éduqués dans qu'est-ce qu'est le harcèlement sexuel, comme exemple. On est tous très au courant de qu'est-ce que, tu sais, si j'ai un collègue de travail que, dans les après-midi, il vient me masser les épaules dans mon bureau, on sait tous que ça sera probablement jugé comme inapproprié. Les commentaires sexistes, on le sait que c'est inapproprié. On a été inondés avec ces genres d'informations-là dans les derniers 20 ans, 25 ans. On le sait que c'est pas approprié, puis donc on est habitué à le reconnaître et on est habitué à réagir. Cependant, c'est pas toujours si évident quand on parle de l'harcèlement au travail. Donc, comme que j'ai dit, moi, je l'ai pas reconnu tout de suite. Parce qu'on se parle, on a un dialogue interne, puis on se dit, oh, ben, c'est rien, c'est sûrement rien. Elle m'a fait un commentaire, mais c'est sûrement rien. Puis là, au fur et à mesure qu'on avance avec le temps, puis les commentaires se répètent, le sentiment de malaise continue. C'est là qu'on se rend compte que, OK, finalement, c'est comme quelque chose qui se passe qui n'est pas approprié. Donc, c'est pas si clair qu'une tape sur la fesse par mon collègue. Parce que ça, c'est comme les drapeaux rouges se lèvent et disent, oh, c'est pas correct. Donc, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de sensibilisation pour créer cette même vague de changement comme qu'on voit parce qu'on a vu dans le climat, dans la sensibilisation au climat et l'environnement physique de notre planète, mais aussi on peut appliquer ces principes-là pour voir comment on peut comment on peut graduellement changer un climat de travail. C'est en apprenant que certaines choses ne seront plus tolérées, puis en commençant à mettre en œuvre les pratiques qu'on apprend puis qu'on applique. Donc, je vais changer la diapositive. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand je dis qu'avant 2019, on n'avait pas de loi au Nouveau-Brunswick qui protégeait les employés de l'harcèlement au travail.
Donc, avant 2019, il y avait la plupart des employeurs avaient des politiques en place qui disaient tu ne peux pas harceler, tu ne peux pas faire de l'intimidation au travail, on ne peut pas avoir de la violence au travail. Et ça, c'est clair que ça existait, ça fait quand même un bout, mais au niveau de la loi, il n'y avait pas une loi qui traitait de ce thème-là spécifiquement. Ça a commencé au Québec en 2006, je crois. Puis ensuite, il y a d'autres provinces qui se sont rajoutées, mais Nouveau-Brunswick, on était un peu en retard, donc on l'a juste eu en 2019. Donc, ça a été ajouté à la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Donc, on a toute une section maintenant qui parle de l'harcèlement psychologique, la violence au travail, etc. Donc, j'imagine que vous avez entendu des échos de ce changement-là, mais ça facilite beaucoup pour les employeurs de maintenant avoir des politiques en place qui sont pas mal conformes partout dans la province. Ce n'est pas juste des employeurs qui décident « Ah, moi, je vais faire une politique ». Maintenant, c'est une obligation en vertu de la loi. Donc, l'impact d'avoir cette loi, mais ça va tranquillement changer à nous aider à changer la culture du milieu de travail. Ça oblige l'employeur d'agir. Donc, dans la même veine que votre employeur doit s'assurer que votre milieu physique de travail est sécuritaire, donc qu'il n'y a pas de l'eau sur le plancher ou des fils qui traînent un peu partout, des fils électriques. Ou, dans la même optique, votre employeur a maintenant l'obligation légale de vous protéger contre de l'abus au travail ou de l'intimidation au travail. Donc, cette loi a concrétisé ce devoir. Ensuite, ça donne, comme j'ai dit tantôt, ça donne comme une uniformité. Donc, n'importe où que vous allez travailler dans la province, votre employeur devrait avoir une politique ou on appelle ça un code de pratique qui se ressemble beaucoup parce que c'est très détaillé dans la loi qu'est-ce que la politique doit contenir et qu'est-ce que ça donne. Ça fait que, bon, dans la loi, ils ont appelé ça le code de directive pratique. Chaque employeur doit en avoir un. C'est juste une façon fancy de dire que chaque employeur doit avoir une politique sur le sujet. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça le code de directive pratique, mais bon, ça veut dire politique. Puis chaque politique doit être construite un peu de la même façon. Il va y avoir les définitions de tous les termes. On va en parler tout à l'heure de c'est quoi le harcèlement. Ça va aussi démontrer. Attends, je vais juste bouger je peux peut-être voir ma slide. OK, bon. Donc, ça va aussi détailler comment signaler un incident si vous êtes victime ou si vous êtes témoin d'un incident. Ça va aussi décrire les processus, qu'est-ce qui va être le résultat de votre plainte. Donc, est-ce que ça va être une enquête? Est-ce que ça va être une enquête formelle ou informelle, etc. Ça va détailler un peu les processus pour comment gérer la plainte. Et ensuite, aussi comment les résultats vont être partagés. Je vais revenir sur ce point-là dans un instant. Ça va aussi protéger les employés qui ne veulent pas venir de l'avant parce qu'ils disent ah, si je me plains contre cet employé-là, elle va juste me rendre la vie encore pire. Elle va s'acharner sur moi, elle va savoir que je m'y plains, ça va juste venir de pire en pire. Donc, la loi adresse cette situation-là aussi, parce que ça dit que chaque employé doit être protégé de ces représailles-là. Puis ensuite, il y a toute une section sur la confidentialité du processus, puis aussi des résultats. On a souvent les difficultés, j'ai travaillé dans plusieurs milieux, puis une des plus grandes difficultés qu'on rencontre, c'est que les gens hésitent beaucoup de venir porter plainte. So, il y a un empêchement, un embêtement pour initier le processus pour plusieurs raisons. Il y a des gens que, justement, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. 2, ils ont peur que ça vienne pire. Ils ne veulent pas être reconnus comme la personne qui se plaint tout le temps. Ils ne veulent pas causer du trouble. Il y a plusieurs raisons qui font que les gens hésitent de porter plainte. Puis aussi, une des choses, c'est qu'ils disent, ben, si je porte plainte, il va y avoir une enquête, tout le monde va le savoir, et puis tout le monde va savoir les résultats, puis les gens vont savoir qu'est-ce que j'ai dit, puis qu'est-ce que la personne m'a dit, puis le rapport, ça va être circulé partout. Puis, finalement, c'est faux. Je peux vous décrire un peu, si jamais que vous êtes partie d'un processus d'enquête, c'est long que non, mais si vous faites partie du processus, puis
vous avez quelqu'un qui vous rencontre et dit, OK, vous avez vécu tel et tel incident, vous partagez les détails de ces incidents-là avec la personne qui vous a entrevu. La personne qui fait l'enquête va aussi rencontrer la personne contre qui la plainte est déposée. Ils vont poser beaucoup de questions, ils vont prendre beaucoup de notes, puis ils vont arriver avec les faits devant eux, les données, puis cette personne-là va être chargée de faire une constatation. Est-ce qu'il y a eu de harcèlement ou est-ce qu'il n'y a pas eu de harcèlement? Et rédiger un sorte de rapport où ce qu'il va avoir. Et voici les faits, puis voici mes constatations, puis voici qu'est-ce que je recommande. Puis le rapport au complet ne sera jamais partagé avec les parties. C'est seulement les résultats qui sont partagés avec les parties qui sont concernées. Donc, si que vous avez une personne qui dit tel et tel m'a dit ça, puis moi j'ai réagi, puis là, elle m'a dit ça, tous ces détails-là ne seraient pas partagés avec les parties. C'est vraiment juste, oui, il y a eu de l'harcèlement basé sur telle et telle constatation, puis voici qu'est-ce qui est recommandé de faire. Ça fait que c'est vraiment juste ça. Fait qu'il faut comprendre qu'il y a des protections pour protéger la confidentialité des informations qui sont partagées. Je vais bouger la diapositive. J'ai un petit peu de difficulté à activer le... C'est un instant. OK. C'est juste une diapositive pour juste expliquer que je ne parle pas vraiment de harcèlement sexuel et sexiste aujourd'hui parce que je pense qu'on est très au courant de qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que je veux vraiment focuser sur le harcèlement psychologique et l'intimidation. C'est pas que c'est pas important, mais c'est juste que ça fait plus partie des choses qu'on connaît déjà. Puis vu que je suis limitée dans le temps, j'essaie de m'attarder sur le sujet principal. Donc, si je vous avais en face de moi, en personne, je vous demanderais qu'est-ce que ça ressemble pour vous, le harcèlement psychologique, comment que ça se manifeste comme l'intimidation. Je pense que la plupart d'entre vous seraient capables d'identifier les thèmes que j'ai écrits là, des menaces, le rejet, le silence, l'exclusion, la propagation de rumeurs contre quelqu'un, la colère inappropriée, des chantages. Donc, c'est facile à le voir comme quand on le voit comme ça. Mais quand on est au travail, puis à chaque fois qu'une personne passe, elle ne nous regarde pas, mais elle regarde les autres. Elle dit bonjour à tout le monde, mais elle fait un exprès pour nous contourner. Quand ça passe, elle frappe avec la sacoche, pas par exprès, mais un petit peu. Puis je cite des vrais exemples, des choses que j'ai vues dans les causes que j'ai travaillé sur avec les foyers de soins. Donc, les petites choses comme ça, c'est toujours un petit peu plus difficile d'identifier tout de suite. C'est pour ça que je disais, parfois c'est juste des petits incidents qu'à la longue, ça vient qu'on se rende compte que, oh my God, c'est très irritant. Puis je commence à me sentir visée par cette personne. Parfois, ce n'est pas des petits incidents, parfois, c'est des gros incidents. Je peux vous raconter un exemple d'un cause dans un foyer de soins où on avait un employé qui avait un peu de tension entre elle et une autre employée. Et à un moment donné, dans un moment quelconque, elle a lâché le commentaire, elle a dit « Je sais où est-ce que tu habites, je vais embaucher comment ça se dit en français, mais un hitman, un tireur de gage, et puis je vais envoyer un hitman chez vous. Puis je sais que tu as des chiens, puis tu fais sûr des rentrées dans la maison. » Des genres de commentaires comme ça. Donc, cet acte-là, cet incident-là était tellement flagrant que l'employeur a congédié l'employé. On est allé en arbitrage et puis le congédiement a été maintenu parce que l'arbitre a dit c'est tellement flagrant comme acte que c'est une menace, puis c'est grave et on ne peut pas tolérer ce genre de choses-là dans le milieu de travail. La personne a essayé de dire c'est juste un commentaire comme ça, c'était pas sérieux, je n'allais pas vraiment faire ça, il n'y avait pas vraiment d'intention derrière ça. On va voir plus tard, mais comme vous allez voir, c'est pas vraiment la question si elle avait une véritable intention de le faire.
juste le fait qu'elle l'a dit, je pense qu'une personne raisonnable, la réaction qu'elle aurait serait de dire waouh, ça c'est vraiment pas correct, c'est vraiment inacceptable, puis ça me fait réellement peur. Donc, c'est vraiment pas l'important, c'est pas l'intention toujours, c'est juste de voir comment une personne raisonnable réagirait envers des genres de comportements comme ça. Donc, ça, je vais sauter par-dessus. Ça fait partie de la présentation que vous aurez accès à. C'est un vidéo, mais c'est quand même une durée de 12, je pense que c'est 12 minutes. Je ne vais pas le passer tout de suite parce que ça va prendre trop de temps la présentation, mais vous aurez accès, vous pouvez le visionner sur votre propre temps. C'est une vidéo qui a été développée par la Colombie-Britannique pour démontrer c'est quoi le harcèlement, des exemples de harcèlement. Je trouve que c'est vraiment bien. Puis une des choses que j'aime de cette vidéo-là, c'est qu'il y a un individu qui travaille dans le milieu de la construction. Il dit, il se rappelle de quand il était jeune apprenti, puis qui se faisait comme intimider. Puis là, cette personne-là a évolué dans sa carrière, puis est devenu un des foremen ou des superviseurs dans le même domaine. Puis il dit, à un moment donné, il dit, je m'ai entendu dire la même chose que les gens me disaient quand moi j'étais jeune. Il dit, je les ai dit aux apprentis. Puis il dit, c'est là que quand je m'ai entendu le dire, et c'est là que j'ai réalisé que moi, j'étais devenue le bully comme quand moi j'étais jeune, genre que je me faisais bullier, là je suis devenue cette personne-là juste parce que le milieu favorisait ce genre de comportement-là, puis il y avait personne qui disait rien. Fait que c'était accepté. Donc, en tout cas, je trouve ça un bon petit vidéo, fait que je vais pas le visionner tout de suite, mais je vous encourage de le regarder. Puis, il est dans les 2 langues, ça fait que je vais passer. Ça, c'est la grande définition sexy du harcèlement qu'on retrouve dans pas mal toutes les politiques. C'est une définition qui est comme pas mal universelle dans la loi au Canada. Mais je vais attirer votre attention sur quelques éléments. Donc, comment on fait pour savoir? Est-ce que c'est de l'harcèlement ou est-ce que c'est juste un défaut de personnalité ou est-ce quelqu'un avec qui je ne m'entends pas bien ou est-ce que c'est juste c'est juste un comportement qui est inacceptable, mais qui n'est pas nécessairement de l'harcèlement. C'est pas toujours facile à voir. Donc, les critères, c'est faut que ça soit offensant, et ça, c'est pas mal clair. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment une question de j'avais l'intention de la menacer. C'est si je la menace puis je dis ces choses-là, je devrais savoir que l'impact de mon commentaire sera négatif. Donc, c'est même si moi, je n'ai pas l'intention de blesser, le réflexe, c'est une personne normale qui entendrait un commentaire comme ça serait affectée par ce genre de commentaire-là. Donc, c'est ça vraiment le critère. Comme je dis, ça peut être un incident qui est très, très grave, qui constitue le harcèlement, ou ça peut être des petits coups sur une longue période. Puis ça arrive que la personne se sent menacée, soit sa sécurité ou sa santé mentale, elle se sent menacée. Donc, ça, j'ai parlé de ça. Je vais sauter. Il y a quelques diapositives que je vais sauter parce que c'est des choses que je vais parler de dans d'autres diapositives. Puis je vais juste m'assurer que qu'on a le temps de tout passer. Vous aurez toute la présentation au complet à votre disposition. Donc, comme je dis, c'est pas toujours évident de distinguer l'harcèlement de d'autres choses. Comment on fait pour distinguer entre un conflit personnel puis l'harcèlement, ou comment on fait pour distinguer le droit de gestion et harcèlement. Donc, j'ai souvent eu des situations où un employé dit je me sens super harcelé par mon employeur parce qu'il check quand c'est que je reviens de mes pauses, puis il me questionne parce que je suis 3 minutes en retard à mon travail, puis il pique toujours sur moi. Là, je leur dis est-ce que tu as eu des problèmes avec tes retards? Oui. Est-ce que tu as eu des problèmes avec des pauses qui étaient trop longues dans le passé? Est-ce que ton employeur t'en a déjà parlé? Oui. OK, comme ça, le fait que ton employeur se porte un peu sur ta cause est peut-être justifié. Il y a des façons de le faire qui n'est pas correct, et des façons de le faire qui est considéré comme juste des droits de gestion. Fait que c'est toujours une question de voir la situation puis d'étudier un peu qu'est-ce qui se passe. Mais
le fait que votre employé, vous sentez que votre employeur pique sur vous et il vous espionne, ça peut parfois être justifié dans le sens que peut-être qu'il y a eu un comportement qui a mené à ce que votre employeur ou votre gestionnaire soit amené à avoir une surveillance un peu plus étroite sur votre comportement au travail. Mais ceci étant dit, il y a des façons saines d'exprimer leur droit de gestion, puis il y a des façons qui sont malsaines. Si tu as un employeur qui coupe sa table et qui dit voilà, comme je te watch, puis si tu ne fais pas ce que je te dis, je t'envoie chez vous. Il y a une façon d'interagir avec les employés, une façon d'exprimer le droit de gestion qui est correct, puis il y en a l'autre qui est malsain. C'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas une règle simple pour déterminer. Je mets toujours cette citation-là d'une décision que j'ai lue d'une décision de la Colombie-Britannique. C'est une arbitre qui a écrit ça dans quand elle rédigeait une décision sur un cas de harcèlement. Elle dit « Chaque acte par lequel une personne cause une certaine forme d'anxiété à une autre pourrait être qualifié de harcèlement. Mais si tel était le cas, il ne peut y avoir d'interaction sûre entre les êtres humains. Malheureusement, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes tous de temps à autre stupides et insensibles. La question est donc de savoir quand sommes-nous coupables de harcèlement. » Parce qu'il y a souvent un danger. J'ai souvent eu des gens qui ont venu dans mon bureau ou qui m'ont abordé, me disent je me sens victime d'harcèlement. Puis quand on commence à examiner les faits, ben, je me dis c'est pas vraiment de l'harcèlement. À ce moment-ci, il y a quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas. Donc, on va aborder la situation différemment que si on l'abordait dans un cas de harcèlement. Donc, il faut vraiment faire sûr de ne pas abuser non plus, de dire que tout est de l'harcèlement. Comme je disais, si votre superviseur vous suit de près parce qu'il y a eu des problèmes de comportement, mais c'est peut-être justifié. Oh. J'essaie de tourner la page. OK. Donc, j'ai juste quelques diapositives avec quelques exemples de comportements qui peuvent ou ne peuvent pas être harcèlement. Mais souvent, les éléments que vous voyez là, ce n'est pas nécessairement de harcèlement. Vous avez quelqu'un au travail qui claque, qui est comme de mauvaise humeur. Il rentre, puis claque les portes, puis ça frappe il drop la sacoche, puis ça fait un gros bang. Puis, des commentaires qui sont abrupts. Est-ce que cette personne-là est de mauvaise humeur ou est-ce que cette personne-là fait de l'harcèlement? Si on commence à voir que la personne vise tous ces comportements-là envers une autre personne, on peut commencer à voir que c'est peut-être de l'harcèlement. Ou, comme j'ai dit, c'est peut-être juste quelqu'un qui a peut-être une attitude au travail qui a besoin d'être réajusté. Donc, ça doit être abordé, mais ce n'est pas toujours dans le contexte de l'harcèlement. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être toléré non plus. Donc, ça peut être abordé, mais pas nécessairement sous le parapluie de l'harcèlement. Il faut vraiment que ça soit un comportement qui est visé vers quelqu'un, qui vise à écraser l'autre personne, à isoler l'autre personne. Sinon, on parle plutôt peut-être de quelqu'un qui a besoin de peut-être un ajustement d'attitude plus qu'autre chose. Donc, ici, il y a beaucoup d'éléments ici où c'est pas nécessairement de l'harcèlement. Comme j'ai dit, suivi des absences au travail, c'est pas de l'harcèlement. Prise de mesures correctives disciplinaires, c'est pas de l'harcèlement. Les conflits, ce ne sont pas de l'harcèlement. Ça peut le devenir, par contre. Des critiques constructives à propos d'une erreur au travail, encore une fois, ça dépend toujours de la façon que c'est fait. Donc, vous avez tous ces éléments-là. Excusez-moi, je vais juste bouger ça. Donc, ce qui peut constituer le harcèlement, je pense qu'on en a parlé déjà. Des différents exemples ici. Des déclarations nuisant à la réputation d'une personne. On voit souvent ça, des gens qui aiment de dire des potins, qui aiment de raconter des histoires par rapport aux autres. Exclure les gens de certains groupes, des cliques. Il y a aussi quelque chose qu'on voit souvent aussi, c'est quand un nouvel employé vient travailler, puis les employés un peu plus seniors
critique beaucoup, il surcritique le travail de la nouvelle. La nouvelle se sent visée, puis aussi elle se sent critiquée, visée, puis intimidée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Je vais l'aborder un petit peu plus tard, mais il y a une façon, la meilleure façon d'aborder ce genre de situation-là, c'est s'il y a vraiment des problèmes de performance avec la nouvelle employée, ces choses-là devraient être abordées avec la gestion et non directement avec l'employé. C'est à la gestion de gérer les problèmes de performance si l'employé fait vraiment des choses qui ne sont pas correctes. Bon, je vais bouger. On voit qu'il y a comme un délai. Je ne peux pas bouger, mais... Okay. On a parlé pas mal de ça. Vous allez, comme j'ai dit, vous allez avoir ces diapositives-là. Comme j'ai dit au début, je pense qu'il n'y a pas vraiment de portrait d'une cible typique de qui va être victime de l'intimidation. Par contre, il y a vraiment des patterns qu'on peut voir. Souvent, les gens qui résistent à prendre le moule, les gens qui sont un peu différents, comme je dis, souvent les nouveaux qui arrivent dans le milieu du travail, qui sont un peu plus loud, aussi qu'il y a des gens qui expriment fortement leurs opinions, ça va peut-être irriter les plus anciens. Ça fait que cette personne-là va peut-être devenir la cible des comportements intimidants. Souvent aussi, il y a des personnes, on a vu ça aussi dans le milieu des foyers de soins, parce qu'on a des employés de différentes origines ethniques qui arrivent, qui sont nouveaux, puis deviennent souvent la cible de comportements un peu intimidants. Donc, c'est des choses qu'on voit régulièrement. C'est pas la fin du monde, mais il faut savoir comment les adresser avant qu'ils deviennent avant que ça devienne un vrai problème. Donc, on parle beaucoup de la victime, mais je veux aussi parler de l'intimidateur, le bully, comme on dit. Parce que je crois honnêtement qu'il y a personne qui se lève le matin et qui dit « Moi, je veux être un bully, puis je veux rendre la vie misérable à cette personne ici au travail. » Il n'y a personne, je pense, qui se donne cette mission-là. Ça se peut, mais j'aime de croire qu'on est tous à l'intérieur de nous des bonnes personnes. Donc, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui font ce genre d'intimidation-là? Puis souvent, ils s'en rendent même pas compte. Puis je pense qu'une partie de résoudre les problèmes, ou des problèmes autour de ce genre d'environnement toxique-là, c'est d'essayer de comprendre, pourquoi que ça s'est manifesté. Donc, comme employé ou comme humain, on a toute une envie de sécurité, on a toute une envie de vouloir appartenir à quelque chose, puis on veut tous se sentir important puis valorisé. Et ça, c'est des besoins qu'on a comme humain, puis on remplit ces besoins-là avec des choses, actuellement, on les remplit avec des besoins, avec des choses qui sont saines. On a besoin de sentir d'appartenance, on se crée des liens d'amitié avec les gens au travail. On a besoin de se sentir sécure. C'est pour ça qu'on a toutes des mesures en place au travail pour garder notre environnement sécuritaire. On a besoin de se sentir important puis valorisé. Si on a des gens qui travaillent pour une entreprise ou qui ne se sentent pas valorisés, habituellement, on trouve que la motivation de ces gens-là est très faible pour venir travailler. Donc, c'est tous des besoins qu'on a comme humains, puis aussi comme employés. Souvent, les gens qu'on retrouve qui démontrent des comportements d'intimidation, c'est des gens qui cherchent à combler ces besoins-là, mais d'une façon malsaine. Donc, pour justement se sentir un besoin d'appartenance, mais au lieu d'essayer de s'intégrer au milieu, ils aiment rallier des clics pour se sentir plus valorisé, plus important, puis écraser peut-être les autres. Ou ça peut être de façon individuelle aussi. Moi, je vais me sentir plus importante. Ça fait longtemps que je suis ici, ça fait 25 ans que je travaille ici, puis j'ai le droit d'avoir votre respect. Donc, si tu ne fais pas les choses correctement, moi, je vais te le dire parce que c'est moi qui vais te critiquer. Ce genre de comportement-là, mettons, ça remplit le besoin, mais de façon malsaine, puis aussi de façon de courte durée. C'est malheureux
que ça arrive, mais ça fait partie de la vie, on est tout humain, puis on a tous nos petits défauts. Mais souvent, c'est ça qu'on voit chez les gens qui ont ce genre de comportement-là. Donc, c'est d'essayer de comprendre pourquoi que les gens font des choses. Il ne faut pas nécessairement dire « Ah, cette personne-là, c'est une mauvaise personne, elle n'arrête pas de piquer sur moi, c'est bully. » Mais peut-être s'arrêter pour un instant pour dire pourquoi que cette personne-là fait ce genre de comportement-là. Et essayer de comprendre. Je pense que c'est ça le début de résoudre des problèmes de conflit. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire si vous vous sentez victime d'harcèlement? Je pense que la première chose que je recommande toujours, c'est de prendre en note les incidents ou les comportements que vous sentez inacceptables ou qui vous font sentir comme si vous sentiez un malaise. Donc, parfois, ça aide à les écrire. Puis, je recommande de les écrire surtout aussi pour, si jamais que ça évolue puis que vous voulez aller de l'avant avec une plainte, si vous avez des choses notées, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là pour que le gestionnaire puisse agir d'une façon efficace puis de faire une bonne évaluation de la situation. Donc, puis aussi, ça aide à une réflexion personnelle aussi de dire, tu sais, on écrit toutes les choses parce que ça arrive aujourd'hui, puis on est sous l'effet ou l'effet de l'incident. Puis le lendemain, on relit, puis on dit, OK, ben là, on a peut-être une différente perspective quand on lit. C'est que je recommande toujours d'écrire. Aussi, c'est pas une mauvaise idée d'en parler avec quelqu'un. Mais, puis surtout aussi éventuellement de l'amener aux oreilles de soit votre gestionnaire ou la personne responsable qui pourrait vous aider à faire une plainte ou passer à travers du processus pour vous informer là-dessus. Donc, si on vous accuse de harcèlement, donc encore une fois, on parle toujours de la victime, mais je vais m'assurer aussi que, parce que pour chaque victime, il y a quelqu'un qui va être accusé de harcèlement. Donc, je vais vous parler aussi. Et si que ça vous arrive, que vous êtes accusé de dire oh, geez, on te rencontre, puis on dit, tel et tel nous a partagé que tu l'avais coincé dans une salle, puis tu avais commencé à lui dire qu'elle ne savait pas bien sa job, puis tu l'as appelé de niaiseuse, puis ben, comme ça, je veux aussi parler de qu'est-ce que tu dois faire comme si vous êtes dans cette position-là. Donc, je vous recommande d'être ouvert aux commentaires. C'est vraiment pas plaisant de se faire rencontrer puis de se faire annoncer que vous avez eu un comportement qui a blessé quelqu'un d'autre. Mais je vous recommande de rester ouvert à les commentaires et l'information qu'on va vous partager. Vous avez le droit à avoir l'information, les détails des allégations, les choses qu'on vous reproche. Vous avez le droit à toute cette information-là pour que vous puissiez aussi répondre avec votre version des faits. Donc, c'est juste une question de collaborer le plus possible pour en finir avec une résolution. Donc, c'est mon fils qui m'a aidé à faire ma présentation. Je l'avais préparée avant Noël pour un autre groupe. Puis, c'est pour ça que vous avez vu un petit clip d'un film de Elf. Il trouvait que ma présentation était plate parce que je n'avais pas d'image. Donc, pourquoi que les victimes hésitent-elles à porter plainte? J'en ai parlé déjà. C'est comme j'ai dit souvent, on minimise ce qu'on vit jusqu'à ce qu'il est trop tard. On a peur des représailles, puis on perçoit peut-être une absence de soutien de la part de la direction. Ça peut être très légitime, ces craintes-là, mais je vous encourage fortement de faire les démarches quand même. Puis aussi, souvent, on a un problème que les gens, ils aillent voir la gestion, puis ils disent, regarde, ça va vraiment pas bien dans ce département-là, tel et tel a fait ça, tel et tel fait ça, ça crée de la merde. Puis, ce qui arrive, mais ils disent, moi, je veux pas que mon nom soit associé à ça, je veux pas que les gens sachent que c'est moi qui t'en a parlé, mais malheureusement, les employeurs, pour pouvoir agir, ils ont besoin des détails, ils ont besoin d'avoir des gens qui vont avancer les problèmes. Donc,
s'il n'y a pas de détails, puis il n'y a pas de nom ou de choses, c'est presque impossible pour qu'un employeur puisse prendre action. Ah, excusez, ça devrait pas être là. Bon. Donc, je vais juste passer par-dessus, je vais juste parler rapidement des processus. Donc, voyons, il y a un processus comme formel ou informel habituellement dans les politiques où si vous désirez faire une plainte informelle, ben là, votre gestionnaire pourrait entamer des processus pour essayer de résoudre la plainte d'une façon informelle, qui veut dire rencontrer les parties, vous rencontrer ensemble, en discuter, faire un peu de médiation. Ça, c'est un processus. Il y a aussi un processus externe, formel, où il y a une enquête. S'il y a une vraie situation où une plainte est faite, à ce moment-là, puis vous voulez qu'il y ait une enquête de fait, il y aura un processus, que ce soit interne, il y aura soit un gestionnaire ou un gestionnaire qui fera l'enquête, ou ça sera peut-être quelqu'un de l'externe qui viendra faire une enquête. Il y a différentes options. Donc, les prochaines diapos, c'est juste de l'information sur c'est quoi vos droits. J'en ai parlé déjà un petit peu. Comme plaignant, vous avez le droit de déposer des plaintes, d'être accompagné de quelqu'un, de ne pas être l'objet de représailles, mais aussi vous avez l'obligation de participer au processus, de suivre les directives qu'on vous donne par rapport au processus, de coopérer, puis de maintenir la confidentialité. Comme j'ai dit, les répondants aussi ont des droits. Ils ont le droit d'être informés de la plainte qui a été déposée, des différentes allégations. Ils ont le droit de pouvoir donner leurs réponses. Ils ont l'obligation de suivre les processus puis de maintenir la confidentialité. Pour les témoins aussi, c'est la même chose. Je vais jeter par-dessus. Qu'est-ce qui arrive? On a une situation où on a un conflit, on a eu l'intimidation, on a eu une situation où on a dû intervenir. Puis là, une fois que c'est tout fait, puis que oui, il y a eu l'intimidation entre ces deux employés-là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La plupart des situations ne se terminent pas avec un congédiement. Je dirais que pour la grande majorité, c'est pas effectivement ça qui se passe. L'exemple que je vous avais donné extrême tout à l'heure de la menace, c'est sûr que ça, c'était un congédiement, mais il y a beaucoup d'autres exemples qui sont beaucoup moins sévères, qui ne se terminent pas en congédiement. Donc, comment on fait pour aller de cette situation-là à continuer à travailler avec ces gens-là après ce processus-là? Donc, ce n'est pas toujours évident, mais il y a des mécanismes en place pour pouvoir, des choses à explorer. On peut faire de la médiation par la suite. On peut changer les horaires de travail. On peut, parfois, on a déjà vu physiquement séparer les gens dans deux différentes ailes pour une période de temps pour que la tension se recalme. On a fait toutes sortes d'interventions pour, comme, genre le après. Parce que c'est important qu'une fois que le processus est terminé, qu'on ne revoit pas les mêmes genres de comportements, puis que tout le monde peut venir travailler sans craindre que ça va se reproduire ou qu'il va y avoir des conséquences. Donc, tout le monde est un peu responsable de ce processus-là, à être capable de se regarder soi-même puis de dire, OK, c'est quoi mon rôle là-dedans, puis qu'est-ce que moi je peux faire pour promouvoir un climat de travail qui est plus sain. Comme j'ai dit, c'est l'employeur a une grande responsabilité à promouvoir un environnement sain, mais on a tout aussi un rôle à jouer là-dedans. Ça fait que j'aimais moi. Ça fait que ça, c'est une photo de mon fils qui, normalement, il est super cute, mais je l'utilise parce que, puis il n'est pas très content, mais j'utilise cette belle photo pour justement illustrer le point qu'on a tout un peu un côté qu'on aime moins de nous. Puis parfois, c'est difficile de se regarder dans le miroir puis de prendre connaissance de ce côté moins beau de notre personnalité. Puis que c'est ça que je vous invite à faire, c'est de dire, OK, qu'est-ce que moi je peux faire? Puis de prendre connaissance de comment que nous on peut améliorer le climat de travail en faisant des petits changements.
puis en reconnaissant aussi que cette personne-là m'a répondu super sec aujourd'hui, mais OK, y avait-tu quelque chose? J'ai-tu fait quelque chose? Y a-tu quelque chose que moi, j'aurais pu faire autrement? Elle a peut-être interprété mon comportement mal. C'est juste d'avoir une certaine, avant de sauter tout de suite à la conclusion, de dire, oh my God, comme, cette personne-là est comme, juste, elle est terrible. Avant d'arriver à ces conclusions-là, de dire, qu'il y a peut-être une raison, puis de faire une petite réflexion avant de sauter aux conclusions qu'on a tendance à faire. Donc, adopter une attitude qui est toujours une solution, puis de démarrer, essayer de démarrer le plus ouvert d'esprit possible. Puis comme j'ai dit, un peu, encore une fois, je vais faire le parallèle avec le rôle qu'on a à jouer dans le climat de notre planète. On a tout un petit rôle à jouer. Il y a tous des petits comportements qu'on peut faire pour améliorer la question du sac de plastique. On a complètement intégré cette nouvelle pratique. Ça s'est fait très rapidement. Maintenant, tout le monde va à l'épicerie avec leur sac en papier, pas en papier, mais en tissu. J'aurais pas cru 5 ans passés qu'on aurait été capable d'arriver à quelque chose comme ça si rapidement, mais on a tout fait. Puis ça a été peut-être difficile pour certains, mais on a été capable de faire cette transition-là. C'est un petit pas vers un changement de culture. Donc, voilà. Puis, je vais tourner la page. Et voilà, je vais sauter ça. Je vais juste regarder le temps. Je vais partager une petite histoire. Il me reste quelques minutes. Je ne l'ai pas fait dans toute la présentation, mais je vais le faire sur celle-ci. C'est une histoire des 3 tamis de Socrate. Puis, je la raconte toujours enfin parce que j'aime le principe que ça illustre. C'est que Socrate, c'est un philosophe. Puis, à un moment donné, il y a un de ses amis qui vient le voir, puis il dit « Oh my God, j'ai quelque chose à te raconter. » C'est du gros gossip. Il dit « C'est des grosses nouvelles. » Puis là, Socrate, il dit ben, avant que tu me partages, qu'est-ce que tu as à me partager? J'ai 3 questions pour toi. Puis, une des questions, c'était est-ce que ça que tu vas. Je vais passer les questions que je vais te demander, je vais les passer à travers d'un tamis. Là, il dit ben, est-ce que ça que tu as à me dire, je vais passer par le premier tamis, est-ce que ça que tu as à me dire, est-ce que c'est vrai? Là, le gars, il dit, ben non, je ne suis pas sûr. Il dit, j'ai entendu ça de telle et telle personne. OK. Il dit, d'accord, OK. Il dit, je vais passer à travers du deuxième tamis. Est-ce que toi, ça que tu as à me dire, est-ce que c'est au moins quelque chose de bon? Il dit, non, il dit, en fait, il dit, c'est du gros gossip. Il dit, c'est quelque chose qui est comme, c'est comme juicy. Il dit, OK, ben, il dit, bon, il dit, est-ce que, je vais le passer à travers du troisième tamis, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile que tu me le dises, cette histoire-là? Le gars, il dit, ben non, il dit, c'est juste pour raconter des histoires. Et il dit, Socrate, il regarde le petit bonhomme, puis il dit, si ça que tu as à me dire, c'est pas vrai, c'est pas utile, puis c'est non, c'est pas le troisième. C'est pas utile, puis c'est pas quelque chose de bon. J'aimerais mieux que tu le gardes pour toi-même, puis que tu me le partages pas, puis tu le partages pas à d'autres. C'est juste une petite histoire pour illustrer que souvent on se fait pogner dans les histoires, le gossip, les potins, puis on partage des choses qui peuvent vraiment être blessantes. Puis souvent, les cas que j'ai vus dans les milieux que j'ai travaillé, souvent, les situations qui dégénèrent, souvent, c'était causé par des rumeurs, puis des potins qui étaient, en fait, qui créaient beaucoup qui créent un climat qui est comme toxique. Ça fait que je vous invite à appliquer ce principe-là. Donc, c'est tout pour moi. Hein. Si vous avez des questions, je vous invite à me poser des questions. Je ne vois pas nécessairement pour une raison ou une autre, je ne peux pas voir le chat. Je ne vois pas de questions, mais certainement, vous pouvez écrire vos questions, puis je vais les répéter si vous avez des questions. Vous pouvez les écrire dans la boîte chat. Oh.
Je sais pas. Je sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai perdu l'écran. Tu as perdu l'écran? Non, OK. Mais c'est pas grave. OK. Je l'ai ici. C'est qu'il y a quelqu'un qui avait des questions, certainement. Gênez-vous pas, écrivez-les, puis on va répondre à vos questions.